Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Très bien, très bien. Alors, on est parti, je pense que tu es prêt. Ah ouais, ouais, bien sûr. Très bien. Alors, tu veux qu'on fasse notre intervention en français ou en créole? Ben, comme tu veux, on peut faire en français ou en créole dans les deux langues. Ça me va bien. Ok, super. Alors, comme tu le sais, Roberto, on va discuter un peu de poésie. Donc, on discute, généralement, on discute 1 heure. OK. Ensuite, voilà, c'est un débat libre, c'est une conversation, c'est même pas un débat, c'est une conversation entre deux amis, deux individus qui auraient peut-être la même vision des choses ou peut-être pas. Mhm. Ensuite, comme tu le sais, on aura l'opportunité d'aborder plusieurs angles sur le même sujet, concernant le même sujet. Alors ici, pour brièvement te présenter, je sais que tu as fait l'école normale supérieure, tu étais à Paris 8, une maîtrise à l'université de Paris 8. Ensuite, alors sur quoi portait ton travail de maîtrise, si je peux me permettre? OK, mon travail de maîtrise se portait sur l'œuvre de Dany Laferrière. Ouais, C'est un travail qui se fait sur l'exil, la migration dans l'œuvre de Dany Laferrière. très C'était bien. ça. Ok, Ouais. super, super. Ok, ensuite, je sais que tu as publié plusieurs textes, notamment un recueil de poèmes dans les éditions Gouttes Lettres, 20 poèmes, c'est ça? Ouais, 20 poèmes pour conjurer l'absence. 20 poèmes pour conjurer l'absence. Alors, d'où te vient ce titre? Si on veut Ben, commencer par quelque chose. mais bien sûr, ça me vient comme ça. C'est le nombre, ça fait écho certainement à certains titres déjà évoqués dans la littérature, comme 20 chansons d'amour, etc. Mais pour mon texte, ce premier recueil-là qui a été publié aux éditions Gouttes Lettres en 2021. Donc, c'est un texte dans lequel ça n'a aucun rapport avec le nombre de textes qu'on trouve dans le recueil, parce que généralement, les gens, lorsqu'ils me croisent, lorsqu'ils me rencontrent, ils me disent est-ce que je vais trouver 20 poèmes dans ce texte? Mais non, il y en a plusieurs, mais je trouvais à ce moment-là, pour faire écho certainement à des œuvres de la littérature, que ce 20-là sonnait déjà Ah, d'accord, d'accord. Il n'y a donc pas forcément 20 poèmes dans le texte et c'est peut-être la musicalité du titre qui t'a plus intéressé. Ben, il y a aussi ça aussi. Ouais, il y a aussi la musicalité du titre. Et aussi, certainement, ça fait écho à d'autres textes de la littérature. Euh, Très bien, ok, super. Alors, donc, on va essayer de partir au début. Pour toi, Roberto, euh, qu'est-ce qu'un poète, en fait? Qu'est-ce qu'un poète? Donc, lorsque j'ai vu ta question, ça m'a interpellé sur plusieurs points ou encore à différents niveaux. Parce que je suis poète et comme tu viens de le dire, j'ai fait aussi, j'ai fait aussi des études littéraires dans un premier temps à l'École normale supérieure et aussi à Paris 8 en France. Et aussi, j'ai été aussi critique, si on peut le dire comme ça, critique littéraire au magazine Le Temps littéraire à un certain moment. Et aussi, je suis animateur d'émissions de culture et de littérature. Et aussi, je tiens aussi à te remercier de ton invitation parce que la dernière fois, tu as été aussi chez moi. À mot pour mot. À ce moment-là, certainement, tu as été de l'autre côté. Et maintenant, tu Je es, tu pense es, que les gens vont finir par croire qu'on est juste une petite famille on s'invite mutuellement. Ah ouais, 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 certainement. Euh, mais c'est pour dire que moi, je vais essayer de définir le poète à différents niveaux. Dans un premier temps, je dirais que le poète, je parlerai de la définition très classique du mot pour dire que le poète, c'est quelqu'un qui fait de la poésie. Ça nous renvoie certainement à la chose en soi. Donc, c'est quoi la poésie qui fait de la poésie? Ben, je dirais que la poésie, pour dire, c'est c'est un genre littéraire. Premièrement, c'est un genre littéraire qui requiert une certaine forme, qui a certainement une histoire, une historiographie qu'on pourrait dire. Euh,
Parlons par exemple de la poésie antique pour parler de la poésie classique, la poésie contemporaine, etc. Mais aussi, je dirais, je commencerai par une citation du poète anglais, William Shakespeare, qui a dit que la poésie, c'est une musique que tout homme porte en soi. Et là, à ce niveau-là, je parlerai de la poésie, d'une perception générale de la poésie, comme quelque chose que nous avons en nous, que nous portons en nous, et qui nous permet de découvrir une forme d'esthéticité dans le réel ou d'appréhender le réel, d'appréhender le bon qui se trouve, par exemple, dans le réel. Cette musique-là tend vers une forme d'esthéticité, une recherche de la beauté ou encore du bonheur ou du bien, euh, sans qu'on rentre dans une perception morale du mot. Et ensuite, certainement, cette vision fait appel, c'est une vision assez générale du poète humain, le simple homme, du poète humain qui cherche à découvrir en toute chose de la poésie. Ensuite, je tenterai aussi de répondre à ta question, Fabrice, en évoquant une perception qui est plus littéraire, plus artistique, qui voit que la poésie comme un travail sur le langage, c'est une création qu'on porte en utilisant certainement le poète qui, euh, C'est un qui, travail sur la langue aussi. Ouais, justement, c'est un travail sur la langue en utilisant les figures métaphoriques ou autres procédés de langage. Mais ce poète-là, pour faire écho certainement à la première vision de la poésie, mais ce poète-là, certainement, c'est quelqu'un qui est dans une quête. Et là, cette vision n'est pas réductrice. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore dans la vision du poète dans laquelle certainement je me retrouve. Je suis certainement dans la vision artistique du poète, c'est-à-dire le romancier qui certainement fait ce travail-là dans son texte, peut à un certain niveau se voir poète. Le peintre, par exemple, peut dire qu'il y a de la poésie dans cette œuvre picturale, etc. Et pour finir, certainement par une troisième vision, certes plus réductrice de la chose, c'est le poète, quelqu'un qui a décidé certainement d'écrire de la poésie. C'est quelqu'un qui, comme genre littéraire, qui a certainement publié des recueils de poésie. Et là, je me retrouve dans cette catégorie certainement d'écrivains. Et, et après, il y a aussi certainement des fois, j'ai l'habitude de voir en descriptif de certaines affiches qu'on met poète et écrivain. Il y a toujours cette tendance-là pour distinguer pour faire cette distinction entre le poète et l'écrivain Écrivain. qui, Alors, il y a une ouais, fameuse phrase qui dit le poète est celui qui prête sa voix à l'indicible. Comme quoi, le poète, c'est comme quelqu'un qui a accès à une sorte d'absolu. Est-ce que tu es de cet avis-là? Donc, ce n'est pas seulement un artisan du langage, mais il va beaucoup plus loin. C'est peut-être un voyant au sens de Rimbaud voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette perception du poète? Ben, et cette perception du poète, certains pourraient dire qu'elle n'est pas trop moderne ou postmoderne, mais cette perception du poète, elle est là depuis l'Antiquité. Elle est là depuis l'Antiquité et certainement, ça allait créer chez les philosophes certainement une sorte de bannissement, c'est-à-dire il y a certains philosophes qui rêvaient, je peux dire à un certain niveau, de bannir les poètes de la cité, par exemple. Mais moi, c'est une vision
je peux pas dire que j'adhère complètement à cette vision, je pourrais dire métaphysique ou trop métaphysique, de la poésie et qui met pas assez l'accent sur le travail du poète. D'accord, Parce qu'il y a ok. aussi cette partie, le poète, qui est, un travailleur, donc comme Boileau avait dit dans l'art poétique, mais, 1000 fois sur le métier, et cetera. Ouais, Donc, il y a aussi cette perception de la poésie que moi, c'est pas à 100% pour moi. Pour moi, d'accord. c'est pas à 100%, mais certainement, Ça voudrait je peux dire que pour toi, reconnaître. le poète, c'est d'abord peut-être surtout un artisan du langage. Bien sûr, c'est un artisan du langage, c'est quelqu'un, parce que pour moi, le langage est le plus important. Et c'est les notes du musicien pour le poète. Sinon, on va être dans l'histoire où il y a beaucoup de poètes et très peu de poésie. Tu comprends, c'est-à-dire il y a pas de poète sans poésie. C'est-à-dire le poète n'est pas une figure en dehors du travail poétique, en dehors du travail du texte. C'est-à-dire, moi, c'est vrai que ça interpelle la dernière perception dont je parlais tout à l'heure, mais moi, je disais tout le temps à mes amis de ne pas m'appeler poète avant la publication de mes textes. C'est-à-dire, il y a des gens qui m'appelaient, c'est-à-dire qui savaient très bien que j'écris en catimini, mais ce sont des gens, je disais certainement à ces personnes-là, non, 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 je ne suis pas encore poète parce que je n'ai pas encore j'ai pas encore publié de textes poétiques, soit dans des revues ou dans un journal ou encore C'est un honnête. recueil C'est de vrai, poésie, c'est honnête de ta part certainement. parce que effectivement, il existe des gens peut-être dans notre génération, ou peut-être même, même avant, hein, qui avaient justement la posture du poète sans texte. Ouais, il y a cette posture du poète sans texte et aussi comme tu l'as évoqué tout à l'heure, même dans la littérature haïtienne contemporaine aussi, donc on peut le dire, ouais, il y a cette posture du poète qui se balade. Ouais, et aussi, c'est cette posture aussi du poète maudit donc le poète devient une forme de vie au lieu d'un travail, de Ouais, travail, ouais, c'est un mode de etc. vie. Ouais, C'est clair. Alors, ça nous fait penser au poète qui traînait un peu partout. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà le poète mulâtre? Il Euh, s'appelle Calboire. Karl Bohr. Donc, c'est peut-être Je Karl parle de Bohr Calboire. qui a défini la figure du poète maudit chez nous, qui a représenté ou incarné cette Justement. figure. Tu es d'accord? Ouais, 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 bien sûr. Cette figure du poète maudit qui a quitté la maison familiale. Il était petit bourgeois ou bourgeois de les hauteurs pour aller vivre au milieu du peuple, etc. Et mourir certainement au bas de la ville, là où, tout près du quartier, dans le quartier de Bas Peu de Choses. Il y Ouais, a même une ouais. place qu'on a érigée, la place Calboire, Très bien, certainement. très bien. Alors, pour rentrer un peu plus dans le sujet, alors tu disais que, donc, que le poète, c'est un artisan du langage, c'est un travailleur méticuleux de la langue. Alors, quel est justement ce travail, si on veut être concret, c'est quoi ce travail de la langue? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsque le poète écrit, il écrit en vers déjà, il écrit en vers, la plupart du temps. Il recherche une certaine beauté de la langue. Alors concrètement, comment ce travail se fait? Ben, premièrement, ce travail se fait, c'est un travail d'écrivain. C'est un travail d'écrivain et c'est Daniel Laferrière qui a dit pour être écrivain, il faut avoir de bonnes fesses, c'est-à-dire on s'assoit pendant longtemps et Des pestes on écrit passe deux mots, des, par contre. ouais, des pestes, bon, certainement, ouais. Il y a certains qui ont choisi d'écrire debout, c'est-à-dire, et tu as évoqué aussi René Despestre, mais aussi, c'est un travail, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un travail qui se fait sur la langue. Pour moi, c'est ça qui est important. Et autre chose, c'est, c'est, c'est c'est une distance par rapport à la langue commune. Ça, c'est fondamental pour moi dans le cadre de mon travail aussi, mais aussi dans le cadre de ma perception du travail poétique. Il faut prendre une distance par rapport à la langue commune, c'est-à-dire à la langue de tous les jours, à la langue qu'on utilise. Et s'il n'y a pas ce travail-là sur la langue, il n'y a pas d'originalité. C'est-à-dire, la première personne qui a comparé le poète, la femme a une fleur est un poète, mais la deuxième personne est un imposteur.
j'adhère à ce courant-là, c'est-à-dire, c'est un des courants artistiques où l'originalité est quelque chose qui est extrêmement, importante. C'est-à-dire le fait de travailler, c'est bien de lire les anciens, c'est bien de reprendre certaines formes artistiques, c'est-à-dire moi, je connais des jeunes qui ont écrit qui font actuellement de la poésie classique, c'est-à-dire en écrivant des vers, qui adhèrent certainement à une forme de métrique, etc. Mais aussi de la poésie contemporaine, il y a les vers libres, etc. Mais pour revenir certainement à ta question, il y a un travail qui se fait et ce travail-là, certainement, dans un premier temps, il se fait en pleine solitude. La solitude qui est un peu générale à tout écrivain, qu'il s'agit du romancier. Je sais que tu as déjà aussi publié un premier roman, du dramaturge, etc., du créateur. On a besoin certainement de cette solitude-là. Et à partir de cette solitude-là, on va commencer par écrire, on va commencer par penser et concrètement, on s'assoit, on utilise premièrement les ressentis, certainement, il y a les ressentis et il y a aussi les formes. Sans la maîtrise de la langue, par exemple, on ne peut pas se dire poète sans la maîtrise de la langue. C'est-à-dire qu'il s'agit du créole haïtien, de l'anglais, si on choisit, la langue d'écriture, elle est importante. Il faut savoir maîtriser sa langue, surtout dans la poésie. C'est pas, cette distance-là dont je parlais tout à l'heure, n'est pas un affront à la langue, mais c'est un travail qu'on fait sur la langue et qui permet à une forme d'enrichissement de la langue. Moi, je dirais, par exemple, n'en déplaise à certains linguistes qui adhèrent, qui sont très académiques, moi je dirais que seraient les langues sans les poètes. Tu vois? Donc, les langues, et là je pense à la première perception de la poésie du poète dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire dans une perception plus générale. C'est-à-dire, moi, le- il y a une grande catégorie de poètes que nous avons en Haïti, c'est les marchands en pleine rue qui composent des vers, qui composent des chansons, ils font un travail sérieux sur la langue. Ils font un travail sérieux sur la langue De manière, on va dire, presque instinctive. Ouais, justement, de manière presque instinctive, c'est-à-dire même si certainement ou certaines fois, ils ne sont pas conscients de ça, ils ne sont pas conscients de ça, et c'est là l'importance des critiques littéraires, l'importance des poètes comme Georges Casturat, qui a bien fait, qui a repris en créole certainement cette forme de langage de la rue, et aussi les spécialistes de la littérature, les théoriciens, etc., et les linguistes, j'ai rien contre les linguistes, et les linguistes à ce moment-là qui prennent en quelque sorte ce travail-là pour le transformer en théorie, pour théoriser, pour avoir une progression dans le temps, quoi. En t'écoutant parler, je pensais à quelque chose. Je me disais que écrire en vers est d'une certaine manière contre-intuitif. Tandis qu'écrire en prose, c'est tout à fait Mhm, naturel d'écrire en prose, puisque la prose, c'est un peu le prolongement du langage parlé. C'est à peu près la même mhm, chose. C'est comme si on parlait à l'écrit, et on sait que Céline a un peu incarné tout cela. mhm. Tandis qu'écrire en vers, ou peut-être en alexandrin, c'est contre-intuitif. Pourquoi choisir le vers plutôt que la prose, en fait? Pourquoi le vers? Moi, je dirais que cette vision, elle est fondée dans le sens que, et je me demande en t'écoutant parler si c'est pas la raison qui cache derrière ce choix-là qu'ont fait les poètes contemporains ou qu'a fait la poésie contemporaine d'écrire pas nécessairement en prose, mais en vers libre. C'est-à-dire se détourner, se démarquer de ces formes de contraintes dont tu parlais, si on parlait par exemple de la métrique des alexandrins, etc.
Moi, je me souviens de mes premiers poèmes lorsque j'étais, à l'école classique, parce que dans l'enseignement haïtien, on enseigne surtout, la littérature classique. Donc mes premiers pas de poète étaient des vers, classiques. J'essayais, de reprendre, malement, on peut dire, actuellement lorsque je revisite ces textes, des textes d'Oswald Durand ou encore des textes de Victor Hugo. Mmh, il va y avoir, après, les surréalismes, on les remercie, d'avoir, d'avoir, pu faire, ce travail-là. Après les surréalistes, il va y avoir ce penchant-là dans la poésie contemporaine vers, le vers libre, on est tout à fait libre, et il y en a des poètes actuellement qui décident d'écrire en prose, c'est-à-dire, il y a la poésie en prose, on fait, par exemple, moi, dans mon premier recueil, l'avant-dire du texte, c'est un texte poétique, mais c'est écrit en prose. Donc, je partage tout à fait, cette vision, c'est-à-dire, où la prose peut être, mais aussi, il faut pas aussi considérer que ça nous renvoie certainement à une forme de facilité. C'est-à-dire, Voilà, voilà, pas tomber c'est dans ça, pas de facilité. C'est comme si dire qu'il y a de la poésie partout et en tout. Donc mmh, on écrit trois lignes, c'est un poème. Voilà, justement. donc ça peut justement porter à confusion et laisser entendre que la poésie c'est un acte de facilité, voire de fainéantise. On a tous accès à cela. Donc je comprends bien ta mise en garde. Du coup, Mmh. mais c'est le vers libre qui permet cela, qui permet qui donne cette impression de facilité. La question du verre libre. Ben, la question du vers libre, je peux dire que premièrement, elle a pris sa forme-là, si je peux le dire, à partir d'une sorte de démarcation de la métrique, rigoureuse que je dirais, où, le nombre de pieds était vraiment quelque chose d'impardonnable. On a certainement des histoires dans la littérature, mondiale, européenne surtout. Mais aussi, je dirais que le vers libre donne cette impression-là, aux poètes, mais il faut faire, il y a, comme tu viens de le dire, il y a une forme de mise en garde parce que le vers libre, il est libre jusqu'au point où, après la lecture, on peut le considérer comme vers. Parce qu'il y a Voilà, d'autres formes. c'est Bien ça. sûr, il y a d'autres formes artistiques, qui ont, tant bien que mal, qui ont repris, je pense au slam, pour, dans un sens plus large, le rap aussi. Donc, il y a moi, foncièrement, je suis tout à fait, j'adhère à ça, qu'il y a une grande différence. C'est-à-dire entre un poète et il y a une différence entre un poète et un slameur, entre, un poète et un rappeur et des fois j'entends des slameurs, et des poètes, qui se nomment, qui s'autoproclament poètes dans le sens strict, du Terme. terme. Ouais, justement, mais ce travail-là dans le vers libre, c'est aussi un travail autotélique dans le sens qui se fait sur le texte, et en soi. C'est-à-dire, ce travail se fait sur le texte aussi. C'est pas uniquement, ben, je vais me détourner, des règlements de la poésie classique pour écrire du vers libre et je vais faire de la poésie et je suis poète. Et il y a aussi cette tendance-là, malheureusement, dans la littérature haïtienne contemporaine. Bien sûr. Alors, je me rappelle avoir lu une magnifique description de l'ALU dans Compère Général Soleil, qui est justement un roman des plus ordinaires, dans le sens du roman, mais c'est un roman magnifique, évidemment. Mhm. Donc, dans cette description de l'ALU, je l'ai trouvé très poétique. Donc, est-ce que ça voudrait dire que à l'intérieur de la prose, un niveau de beauté dans la prose fait atteindre à la prose la prose devient poétique lorsqu'elle est très belle. C'est de ça dont je te parlais tout Voilà. à l'heure, c'est-à-dire en te disant, par exemple, que le poète, que même le romancier, le peintre, ou encore le dramaturge, à un certain niveau de langage, à un certain dans une recherche, dans un travail sur la langue, peut s'avérer,
poète. C'est-à-dire, moi, tu viens de mentionner Jacques-Stéphane Alexis et certainement son texte phare, Compère Général Soleil. Si tu vois le langage de Jacques-Stéphane Alexis, de Compère Général Soleil à l'Étoile absinthe, c'est un langage très poétique, c'est un langage très recherché. Il y a un travail métaphorique qui se fait et ce travail-là, il y a pour certains, c'est un travail qui tue la prose aussi. Il y a aussi cette appréhension que ce travail-là tue la prose, tue l'histoire, ben, certainement, il y a le courant anglo-saxon qui n'adhère pas à cette forme de travail. Par exemple, chez nous, dans la littérature haïtienne, on peut citer, par exemple, Dany Laferrière, que je peux nommer parce que je travaille encore sur son œuvre. C'est pas ce langage-là, c'est pas ce langage recherché, c'est pas ce travail-là pour produire, une forme esthétique de la langue, dans une phrase, du roman. Mais aussi ça a aussi de très bons côtés. C'est-à-dire si on prend l'œuvre de Gary Victor, donc ces auteurs-là, ils gagnent, en narration aussi. Ils gagnent en narration, lorsqu'ils s'écartent un peu de ce côté-là, de cette forme très travaillée. Mais là, on est en train de parler d'un maître, Jacques-Stéphane Alexis, Bien c'est sûr, quelqu'un bien sûr. qui est bien sûr qui a réussi ce pari-là. C'est-à-dire, son travail n'a pas du tout tué l'histoire, n'a pas du tout tué le rythme de son histoire. Moi, j'ai bien aimé lire, les œuvres de Jacques-Stéphane Alexis, et pendant ce même moment-là, j'avais eu du mal à lire Proust à ce moment-là, pendant que j'ai bien, lu, les textes de Jacques-Stéphane Alexis. Mon cher, c'est très intéressant ce que tu dis. Alors, on va essayer peut-être d'aborder un autre niveau de questionnement. Donc, essayons de voir dans quelle mesure le poète permet-il de sublimer le réel? C'est-à-dire, le poème sublime-t-il, permet-il de sublimer le réel? En quoi le poète, dans son rapport au quotidien, le sublime? Est-ce que tu crois dans cette affaire? Je dirais oui et non dans un premier niveau. Ça dépend du poète. Ça dépend du poète. Des fois, le poète est dans cette perception de sublimer le réel, c'est-à-dire par son travail, par la manière. C'est aussi de dire que le poète, à ce moment-là, il se présente comme une sorte de vecteur, c'est-à-dire c'est un passeur de sens, c'est un passeur de sens. Mais en tant que vecteur ou encore en tant que passeur de sens, il peut l'orienter il peut nous emmener vers différents niveaux, c'est-à-dire lieux, pour dire lieux en termes de fiction, de lieux de sentiments et d'émotions. C'est-à-dire, et à ce point-là, c'est vrai que le poète, pardon, peut sublimer le réel, mais aussi, il peut aussi nous emmener aussi dans le chemin inverse. Ah bon? C'est Alors, c'est certainement. intéressant. Je me demandais, euh, il y a en ce moment une situation terrible en Haïti. Je ne vais pas te demander si la littérature peut sauver Haïti. Je vais plutôt te demander, est-ce que le poète, d'une certaine manière, lorsqu'il regarde la réalité haïtienne, est-ce que le poète se sent impuissant devant la réalité haïtienne, ou est-ce que le poète, par son travail, peut justement, non pas forcément sublimer, mais contribuer à rendre plus supportable la réalité haïtienne? Moi, je le pense à différents niveaux, encore une fois. C'est premièrement, comme tu l'as bien dit, le poète peut contribuer à rendre cette réalité plus supportable, comme l'artiste en général. C'est-à-dire si on prend par exemple ce qu'on appelle la première figure de l'artiste que nous avons en Haïti, c'est certainement le musicien, le chanteur, qui chante la réalité, c'est-à-dire qui essaie de le rendre accessible à l'humain, à l'individu. Mais aussi, si on dit que le poète en soi, n'oublions certainement que c'est quelqu'un c'est un être humain qui vit cette réalité-là.
et qui vit cette réalité-là, premièrement, qui peut se sentir impuissant par rapport à cette réalité, mais aussi qui peut se sentir en bonne position pour aider, sa communauté à la supporter, il y a aussi, je Tu veux dire vais par ce texte? justement, par ces textes. Moi, je ne suis pas encore dans dès qu'on est ça c'est ma conception sur l'affaire, dès qu'on est dans une forme d'engagement, on n'est pas uniquement dans le rôle du poète, on dépasse le rôle du poète. Par exemple, Jacques-Stéphane Alexis, le poète qu'il était, l'individu qui a pris les armes, qui a décidé de revenir en Haïti et certainement qui va disparaître dans les conditions encore pas tout à fait compréhensible. Donc, ce n'est pas uniquement le poète, c'est-à-dire c'est pas uniquement le poète et on ne peut pas demander à tout poète d'agir de la sorte. Donc, c'est-à-dire moi je suis dans la forme, je suis dans l'art, je suis dans le travail artistique, mais certainement face à la réalité haïtienne, il y a des choses qu'on peut faire. Je ne suis pas dans la conception que la poésie va sauver le monde, que la poésie peut sauver le monde, ou encore la poésie a pour tâche, a pour une quelconque tâche de nous sauver d'une réalité. Mais je pense que par le choix d'écriture, par les sujets traités, par l'orientation de nos textes, donnés à nos textes, certainement, c'est vrai qu'on n'a pas une forte, une population qui lit Ah, j'allais le certaines dire, j'allais justement te le dire, poésies, j'allais le dire. justement, qui lit beaucoup de poésie, etc. Mais il y en a certains jeunes qui lisent de la poésie et qui en parlent aussi. C'est-à-dire lorsqu'un jeune a lu un texte poétique, il a appris quelque chose. Eh bien, dans sa communauté, lorsqu'il discute avec ses amis, etc., qui ne sont pas certainement ou certaines fois des lecteurs de poésie, mais ils partagent ses idées, ils partagent des idées. Il fut un temps en Haïti, il y avait dans les quartiers maintenant occupés par des bandits, c'était certainement des clubs de lecture il y avait des bibliothèques, on peut commencer à C'est vrai. nommer et y passerait toute l'après-midi. Mais c'est en quelque sorte pour dire que le poète, pour revenir certainement à ta question, que le poète, il a cette posture-là face à la réalité et si on prend exemple, de notre réalité haïtienne, oui, le poète a un mot à dire. Le Donc, poète a un mot le à poète dire. a donc un mot à dire. On sait très bien qu'il y a une vision, comme tu le disais, un peu romantique, romancée peut-être du poète, comme révélateur de l'invisible, comme guide spirituel ou visionnaire. Euh, on sait aussi que des poètes se sont attachés à certains partis ou mouvements politiques. Je pense à Mayakovsky, qui s'est attaché à la Révolution, des bolcheviks. On sait aussi que, par exemple, Jacques-Stéphane Alexis et René Despestre ont été eux-mêmes des moteurs de révolution. Donc, est-ce que tu penses que justement en Haïti en ce moment, nous aurions peut-être besoin, en plus de militants aguerris ou motivés, nous aurions peut-être besoin de poètes qui accompagnent comme une sorte de chantre d'une nouvelle révolution? Peut-être. Mais, on l'a déjà eu dans notre histoire, c'est-à-dire si on prend les premiers temps, les premiers moments de l'histoire de la littérature haïtienne, c'est-à-dire il y a dans les manuels de littérature haïtienne où Juste Chanlatte chantait, par exemple, Jules Solémilson chantait parmi les troupes, etc. On est un peu post-indépendance où il y a encore ce doute-là sur notre indépendance ou notre autonomie en tant que peuple, en tant que pays, mais aussi cette figure de poète engagé dans une forme d'engagement que je dirais qui dépasse, je te parlais de ça tout à l'heure, qui dépasse dans un certain point le travail artistique. Moi, c'est ma conception de la chose. Dès que le poète, on ne, premièrement, je pense que il n'est pas nécessaire de demander au poète
d'être le poète militant qui dépose à un certain moment la plume pour prendre les armes. Mais le poète, il y a certainement, je ne vais, moi, je vais décider de ne pas nommer de nom dans cette catégorie pour bien des raisons, mais il y a certainement Vas-y, vas-y, des mouille-toi. poètes actuellement, Non, non, il y a non. certainement, il y a certainement des poètes actuellement qui le fait, par exemple, à travers des articles assez, dont un dernier qui a été très controversé sur un quelconque édifice de patrimoine qui avait pris feu. Donc, il y a certainement il y a certainement des gens qui le font encore, même si c'est pas des figures poétiques, parce qu'il faut le dire que après le XXe siècle, la poésie a pris comme genre majeur, a pris un sacré coup de la part de la prose, du récit, et aussi mené par le fameux roman, le roman dont je sais que tu adhères Ça m'intéresse. certainement à tu vois, donc il faut le dire aussi, et la littérature haïtienne n'est pas exempte de ce changement-là qu'on a vu, c'est-à-dire avant, ben, la figure du poète a pris un sacré coup, c'est-à-dire actuellement, dans le monde contemporain, on pourrait dire que c'est le romancier. C'est le romancier qui le remplace, qui s'installe comme genre, le roman comme genre majeur, ou Alors, encore... il est vrai ouais. que contrairement au XVIIIe siècle, aujourd'hui, la figure du romancier devient vraiment une place prépondérante. Notamment, je pense à Michel Houellebecq, qui est un peu un Mhm. romancier sociologue, qui est un peu un Ouais, romancier qui arrive à prédire, à décrire et à prédire des situations qui peuvent nous atteindre, qui peuvent venir. Effectivement, le romancier, en ce moment, a énormément d'aura, a énormément bien sûr. Et, d'audience. et, et moi, je pense l'une des choses qui ont fait le succès du roman, c'est cette manière-là qu'il arrive à mettre le tout dans le roman arrive à faire avec le tout l'œuvre. C'est-à-dire, et je pense que la poésie s'est détournée un petit peu de cette vocation-là qu'elle avait avant, c'est-à-dire se détourner c'est ça peut faire appel aussi à une forme de vision élitiste de la poésie qui prend son écart de la réalité pour parler de choses plus abstraites, etc. Et là, le roman a eu a vu cette porte ouverte-là et là, il a Oui, pris son il, envol. il a pris son envol. Alors, c'est bizarre, en fait, ce que tu dis. J'étais en train de me Mhm, dire, par rapport à la littérature d'avant, c'est-à-dire si on fait un peu d'histoire de la poésie haïtienne, je veux dire, mhm. est-ce que penses-tu d'un nouveau poète? Ce qu'on a coutume d'appeler les nouvelles voix, entre guillemets. Moi, je ne OK. supporte pas cette appellation. Que penses-tu Mhm, d'un nouveau poète haïtien? Quels sont les nouveaux thèmes de la littérature haïtienne? Et est-ce que justement, par exemple, on sait que René Despestre et Alexis ont eu une poésie un peu axée, un peu humaniste, parce qu'influencée par le mhm. marxisme. Donc, est-ce que tu penses que en ce moment, le poète haïtien a d'autres horizons, a d'autres thèmes, d'autres thématiques et dans un autre paradigme? Certainement, tu as parlé de Jacques-Stéphane Alexis et de René Despestre. Moi, je peux aller juste après pour commencer, avant d'arriver au poète plus contemporain. Je parlerai aussi de l'exil, c'est-à-dire c'était à un certain moment des poètes qui fuyaient la dictature et certainement actuellement je vais parler aussi de cette forme de dictature aussi qu'on est en train de fuir parce que je crois certainement, moi, ça c'est une vision un peu personnelle, que au même titre, sous une autre forme, on est en train de fuir notre pays. L'exil était un thème pardon, assez essentiel dans le travail poétique post René Despestre ou encore Jacques-Stéphane Alexis, si on peut considérer Jacques-Stéphane Alexis comme poète, au niveau dont tu parlais tout à l'heure, dans les textes, il faut rappeler certainement que Jacques-Stéphane Alexis était foncièrement romancier d'abord, et aussi, mais après, si on parle de la poésie contemporaine, après l'exil, il y a certains jeunes actuellement qui écrivent en Haïti, ils sont en Haïti et qui écrivent sur la violence, sur la violence. Le thème de la violence
est une constante. Moi, j'ai lu certaines œuvres de ces poètes-là qui, certainement, qui sont, pour la plupart, il y en a qui sont même plus jeunes que moi, donc qui écrivent, qui sont encore en Haïti et qui écrivent beaucoup sur la violence. Mais, par exemple, moi, par rapport à eux, je me considère un peu, par rapport à eux, je ne suis pas encore dans cette génération ou encore je ne suis pas dans leur génération, dans le sens que, il y a un texte, j'ai reçu une mention, spéciale du jury, pour, le prix Invention poétique de Balisaï. C'est un texte qui paraîtra en mars prochain, mars 2026, lors du festival Balisaï, L'errance au bout de ma langue. Je suis encore dans cette thématique de l'exil. Non parce que je me considère pas comme un vieux, je veux me faire encore vieux, vieux jeu, mais aussi, bon, mais certainement parce que c'est ma vie, c'est la réalité, c'est ma réalité actuellement. Et je pense que ces poètes-là, qui sont plus jeunes ou encore en âge, mais aussi en termes d'écriture, ils sont en train d'écrire à partir de leur réalité et les textes sont marqués par une forme de violence. C'est Il y a vrai que aussi une autre thématique qui est le corps. Le corps, et là, je peux parler d'une tendance qui a pris naissance, qui a grandi en parallèle à la tendance exilique. Il s'agit du corps, travaillé par Georges Castura, par exemple, qui est le poète par excellence dans ce travail-là et qui a fait sur le corps, qu'il s'agit dans ses textes créolophones que francophones. alors oui, alors j'allais dire que effectivement, l'un des thèmes majeurs qui risque de s'imposer en ce moment, c'est le thème de la violence et du chaos. Mais Oui. est-ce que finalement, tu penses qu'il y a eu peut-être bien avant cette thématique de la violence, il y a peut-être eu une littérature marquée par le séisme? Ben, c'est ça qui est bizarre dans la littérature haïtienne. C'est vrai qu'il y a une littérature marquée par le séisme. Je ne sais pas si on veut l'oublier, ou encore, on a tellement eu de catastrophes. Par exemple, moi, je pense que la plus grande catastrophe que nous avons connue sur les 20 dernières années, c'est pas le séisme, c'est plutôt une catastrophe politique que nous avons eu, c'est-à-dire, c'est pas le séisme. Il y a des peuples qui ont vécu pire et qui se sont relevés assez vite de cette forme de, de, de cette réalité imposée par la nature, parce que n'oublions pas là où on se trouve, là où se trouve Haïti, on est, euh, on est là dans cette réalité-là, dans les Antilles là, il y a certainement les séismes, il y a aussi les orages. Oui, mais le 12 janvier, c'est quand même 300 000 morts. C'était vraiment, on va dire, c'était très marquant, Ouais, à un c'était point très tel que certains ont parlé de littérature post-séisme. Justement, il y avait toujours, il y avait, mais moi je trouve à mon avis que il n'y a pas vraiment une forte production. Si on regarde, c'est vrai, il y a quelques textes phares. Si on prend Tout bouge autour de moi de Daniel Laferrière, Faille de Yannick Lyens, il y a aussi ce texte-là publié chez Gallimard, dont j'ai oublié le texte. Mais il n'y a pas vraiment de texte. Il y a aussi Collier de débris de Gary Victor, très peu de textes poétiques. Très peu de textes poétiques. Bon, je ne sais pas si le temps me fera dire des mensonges, c'est-à-dire si dans 20 ans, si on repasse notre entretien, on pourrait voir qu'il va y avoir une forte production, mais là, je parle en 2025. Ouais. euh, une quinzaine d'années après la catastrophe, je considère qu'il n'y a pas une forte production. Moi, ce séisme-là, je l'ai vécu en Haïti, il n'est pas présent, il est pas encore présent dans mon texte pour différentes raisons personnelles, mais aussi j'ai lu des poètes contemporains. Je ne sais pas si c'est par souci de l'oubli aussi,
Je peux pas oublier, je ne pardonne pas au malheur de notre ami Mackenzie Simon, qui a un texte poétique qui a été primé, qui certainement sur la catastrophe du 12 janvier, mais aussi, moi, ce que je parle en tant que lecteur de notre littérature, je ne trouve pas assez qu'il y a une production basée sur le séisme Donc, pas, du du coup, le... janvier. Mhm, vas-y, Oui, tu peux terminer. oui, du 12 janvier pour, je ne sais pas si c'est par un souci, si c'est par certainement une souci d'oubli, c'est-à-dire on veut oublier ce moment-là qui a été très, très, comme tu viens de le mentionner, c'est 300 000 morts. Je pense que durant notre vécu, c'est la première fois qu'on a La première été fois. face d'une réalité. Et là, moi, je me souviens, je parlais à ma grand-mère, qui certainement cette année-là sera ou est centenaire presque. Elle, a, Ah ouais, elle m'avait confié, c'était pour la première fois, elle aussi de ma vie, de sa vie, qu'elle a vu autant de morts. c'est C'est-à-dire, donc, incroyable. C'est ouais, incroyable. c'est Alors, incroyable. après 86, on a quand même eu, avant 86, c'était quand même le paradigme de la dictature. Les poètes Bien sûr. abordaient énormément de thématiques en rapport à ce paradigme-là. Et Mhm, ensuite, après 86, on a eu une littérature propre à cette période. Ensuite, on a eu le séisme. En ce moment, selon toi, ce serait peut-être, je dis bien peut-être, la thématique de la violence qui pourrait peut-être éventuellement s'imposer en ce moment. Et c'est quand même logique parce que vu ce qu'on vit aujourd'hui. Mais je voudrais aborder un autre point avec toi, Roberto. Euh, mhm. penses-tu que, ne penses-tu pas plutôt que les poètes haïtiens vivant en Haïti n'ont pas forcément assez de relations avec les autres poètes latino-américains et même en Amérique du Nord? Parce que je me rappelle que Jacques Roumain était en dialogue avec des poètes cubains, il Bien sûr. dialoguait avec des poètes nord-américains. Il y avait quand même une grande relation entre les poètes haïtiens de l'époque et les autres poètes d'ailleurs. Est-ce que tu crois que, personnellement, je pense que en Haïti, on est en vase clos, on est enfermé en ce moment. On ne dialogue pas assez avec l'extérieur. On le dit, par exemple, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de relation entre poètes dominicains et poètes haïtiens, par exemple. Mhm. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Donc, que penses-tu de cette problématique? Bien sûr, je pense que c'est une problématique assez importante et tu as fait une bonne remarque. Je pense que actuellement, on essaie, et ça, ce qui est bizarre, c'est qu'on est dans une ère, on pourrait dire, avec les réseaux sociaux, il y a une forte connexion dans le monde, mais ça n'empêche pas aux poètes haïtiens d'évoluer ou de penser à évoluer dans une vase close. Mais en tant que poète, je peux essayer de le comprendre dans le sens que l'haïtien, il y a ce vécu-là, il y a cette idée-là chez l'haïtien où il est le seul à comprendre, ou encore il est le seul à ressentir ce qu'il ressent, c'est-à-dire son vécu. Il y a aussi, et ça c'est une approche qu'on peut dire, c'est un legs, peut-être que c'est un legs historique aussi, qu'on est en train cette particularité historique qui nous a amené à cette vision, c'est-à-dire l'haïtien qui se sent unique. Et pendant qu'on est dans un schéma assez plus large en tant que peuple noir, on a été certainement dans une position avant-gardiste par rapport dans ce mouvement-là. Et là, il y a aussi des penseurs africain ou panafricain qui le pense et qui a été récemment en Haïti. Et dans ce sens, pour dire, mais pour expliquer dans le travail poétique, c'est-à-dire les poètes contemporains, il y a aussi cette idée-là, on participe dans des prix à l'étranger, mais c'est surtout dans le but de trouver cette légitimité, ce statut d'écrivain. Ça a l'air certainement de quelqu'un qui est en train qui est en train de tirer
dans sa cheville parce que j'ai été moi aussi primé dans un prix littéraire martiniquais, etc. Mais certainement, je suis tout à fait d'accord. Il y a ce manque de dialogue. Il y a ce manque de dialogue. Et là, tu parles aussi de... Ouais, tu parles de Jacques Stéphane et tu parles de Jacques Roumain, par exemple, de tout à Oui, le l'heure, rapport, le dialogue de entre Jacques Roumain et Guédé Nicolas Pérez. Guillen, voilà. Justement, je parle, voilà. Et là, et même par rapport à moi, je peux dire, donc, il n'y a pas trop de relations avec des poètes caribéens, il n'y a Voilà, pas c'est trop ça. de communication, de dialogue par rapport à d'autres poètes qui sont en train de vivre à leur niveau, qui partagent un peu de notre réalité dans la Caraïbe, dans l'Amérique latine du Sud ou encore dans le Grand Nord, dans l'Amérique du Nord. Ouais, en tout cas, mon cher Roberto, on va terminer. Mhm. Juste pour terminer, une dernière petite question pour toi. Quel serait peut-être ton souhait le plus grand pour la littérature haïtienne en ce moment? Qu'est-ce que tu souhaiterais pour cette littérature? Vu, ce qui se passe et qui nous attriste tous, quel serait ton souhait en fait? Ben, mon souhait pour la littérature, ben, je pense que la littérature haïtienne, dans un premier temps, va certainement se passer de mon souhait, mais je vais quand bien même... On sait jamais ce que Ouais, tu deviendras dans 10, 15 ans, frère. ouais, certainement. C'est pour dire que je pense que la littérature haïtienne doit continuer à être, à faire ce qu'elle fait actuellement, c'est-à-dire de continuer son chemin à travers les textes. Moi, contrairement à beaucoup d'écrivains haïtiens, j'attends pas qu'on ait notre premier prix Nobel de littérature pour parler, pour certainement euh, se sentir légitime à parler d'une littérature haïtienne partout dans le monde. Non, on a eu de très grands écrivains. On a eu certainement un qui a disparu cette année, Franck Étienne. Il y a Daniel Laferrière qui a dit dans un texte que c'était l'un de nos écrivains nobilisables. Moi, je pense que beaucoup disent, par exemple, que Jacques-Stéphane Alexis, s'il n'avait pas connu cette triste fin, en réalité, peut-être que ce serait notre premier prix Peut-être. Nobel de Il aurait pu. littérature. Il aurait Peut-être, pu. on ne sait pas. Mais moi, ce que je peux dire, c'est, je souhaite que la littérature haïtienne va continuer sur cette lancée-là, à créer son propre chemin, sa propre voie. Parce que même si je suis pas je j'adhère pas à ce courant qui essaie d'enfermer la littérature haïtienne pour qu'elle évolue dans une vase assez close, mais aussi elle peut être en communication avec les autres sans se perdre en chemin. C'est-à-dire, on a notre voix aussi en tant que peuple et aussi il y a des jeunes actuellement, je le répète, il y a des jeunes actuellement en Haïti qui écrivent, ils sont primés, c'est des textes de bonne qualité, de bonne facture. Et aussi, ce que aussi je souhaite aussi pour la littérature haïtienne, même si c'est pas uniquement de la littérature, c'est aussi un travail académique sérieux sur la littérature haïtienne par des institutions haïtiennes, par exemple, je pense au département de littérature de l'École normale supérieure, lettres modernes, et aussi, il y a aussi un master de littérature dans d'autres universités. J'aimerais aussi que nous ayons un travail sérieux, un travail académique sérieux sur la littérature haïtienne par des chercheurs haïtiens. C'est vrai qu'on a une grande littérature, Fabrice, mais aussi, il faut le dire, par rapport à ce qui se fait dans le monde en termes de travail théorique sur la littérature, il y a du chemin à faire. Et ça aussi, c'est un souhait pour la littérature haïtienne, de ne pas se faire toujours critiquer par l'extérieur, mais aussi qu'il y ait aussi de travaux sérieux sur la littérature haïtienne par des théoriciens, par des chercheurs haïtiens, mais certainement ce ne sera pas possible s'il n'y a
il faut y avoir des bien sûr. laboratoires de langue comme dans nos universités qui travaillent sur nos textes, qu'il s'agit de poésie, de romans, de textes théâtrales ou de l'oraliture, par exemple, Ah des oui, textes. alors, tu sais, on n'a pas eu le temps d'aborder le rapport entre écrire un poème en créole ou écrire un poème en français, la différence, on n'a pas eu le temps. On aura l'occasion d'en reparler peut-être dans une autre conversation. Mais juste avant de partir, qu'est-ce qu'on peut espérer de toi? À quand le prochain Roberto? Louis Charles. Pour le prochain, j'ai un texte dramaturgique, c'est un texte théâtral, Les Soubassements de l'Apocalypse, qui paraîtra avant la fin de cette année. Je souhaite en automne prochain, dans les 2 mois à venir, il y aura certainement des publications sur ce texte théâtral-là et aussi qui aborde la thématique de la violence des gangs en Haïti. Ensuite, il y a aussi la parution de mon texte poétique qui a été primé au prix de l'invention poétique chez Balisaï. Ce sera en mars prochain, 2026. Et aussi, en parallèle, je travaille sur d'autres textes et je souhaite aussi publier mon premier roman et pour venir te retrouver aussi dans le genre, dans le genre. Donc, c'est des souhaits, mais on travaille Beaucoup, beaucoup de travail. ouais, ouais, c'est certainement beaucoup de travail et je ne mets pas dans la position de l'écrivain qui fait des promesses Ouais. parce que il y a le danger des promesses, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui me croise dans 5 ans et pour me dire Alors, le texte, il est où? où est le texte, mon ami? Tu nous as menti il y a quelques années, tu nous as menti, il Bon, n'y a pas de texte, où est le roman? exactement. Mon cher, Donc, je te remercie beaucoup, Roberto Louis-Charles, d'avoir accepté l'invitation. Et effectivement, ça fait partie de ce que j'essaie de faire, à savoir de discuter avec les gens qui partagent le même point, pas forcément le même point de vue, mais le même amour pour la littérature, pour les textes et pour la réflexion en général. Je te félicite pour ta mention spéciale du jury et je pense merci. que tu es quand même quelqu'un d'inspirant pour nous, pour les jeunes en Haïti. Et j'espère que on aura l'opportunité, toi et moi, et peut-être quelques autres, de produire quelque chose de sérieux et de peut-être, d'une manière ou d'une autre, laisser une trace dans la littérature haïtienne qui, qu'on le veuille ou non, se porte très, très bien. Merci beaucoup et à la prochaine, mon ami. On reste en contact. D'accord, merci beaucoup Fabrice. À la Merci. prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.